Bonsoir chers internautes, bonsoir chers militants de GPS. Je suis très heureux de participer à cette émission. C'est un honneur pour moi d'avoir été choisi par Ibra pour participer à cette émission-là. Voilà, je suis Issaka Fofanam, administrateur de services financiers, diplômé de cycle supérieur de l'École nationale d'administration, PENA. J'ai une vingtaine d'années de collaboration avec le président Guillaume Soro, collaboration directe à partir de 2004-2005, où j'étais chef de cabinet à son ministère d'État, ministère de la reconstruction et de la réinsertion, où j'étais chef de cabinet. Et puis après, à partir de 2007, je suis passé directeur financier au cabinet de la primature. Côté politique, j'ai été député de Worofla Sifie Kamalo, dans la région du Ourodougou, premier vice-président du conseil régional de 2013 à 2018, d'accord, premier vice-président. Et puis depuis lors, j'ai eu aussi l'honneur d'être parmi les membres fondateurs de GPS. Je suis parmi les membres fondateurs de GPS. J'occupe pour l'instant, ou du moins c'est actuellement, ce point focal de GPS dans le Ourodougou. Bon, voilà, je peux dire que à des moments perdus, de façon occasionnelle, conseiller du président de GPS. Le thème que je dois traiter porte sur le bilan du Premier ministre, Guillaume Kibafori Soro, qui est par ailleurs le président du GPS. Son bilan après son passage à la primature, mais également à l'Assemblée nationale. C'est un thème que j'allais dire, ce serait avec beaucoup de bonheur que je traite ce thème, mais qui est en même temps un peu délicat. Délicat dans la mesure où, dans notre système politique ivoirien, un Premier ministre n'a pas de bilan à présenter. Parce que il est un premier collaborateur du président de la République qui, lui, à son tour, n'est-ce pas, a un bilan à présenter aux Ivoiriens, ceux qui ont voté pour lui, mais également devant les députés. Ce qui n'est pas le cas du Premier ministre. Donc ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que le président Guillaume Soro, lorsqu'il était Premier ministre, c'était un Premier ministre de mission, Premier ministre de sortie des crises. Donc ce qui fait que la mission pour laquelle il avait été choisi, il avait été désigné comme Premier ministre, c'était de œuvrer à ce que nous sortions de la crise de 2002 par des élections. C'est ce qui s'est passé. Il a pu amener justement la Côte d'Ivoire à sortir de cette crise-là par des élections en 2010. Malgré le fait que c'était un premier ministre de sortir des crises, ça ne l'a pas empêché, n'est-ce pas, d'ouvrir d'autres chantiers qui ont connu, n'est-ce pas, des résultats assez satisfaisants, qui continuent, dont les fruits continuent aujourd'hui. Je vous parlerai comme ça de l'opération d'identification, qui a été la première opération d'identification des Ivoiriens, qui a abouti à la distribution des cartes d'identité, nouvelle formule, qui a été aussi gratuitement, qui a été fait gratuitement, surtout à une période où les finances publiques de la Côte d'Ivoire ne se portaient pas aussi bien que maintenant. Contrairement à maintenant qui a été, je crois, c'est 5 000 francs maintenant, mais lui, à son temps, ça a été fait gratuitement. Donc, les bases justement de l'identification en Côte d'Ivoire ont été lancées par le premier ministre Guillaume Soro, et c'est sur la base justement de ce qui a été fait par lui que tout le processus d'identification se fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc c'est un chantier quand même important, ça il faut le dire. Avec lui également, nous avons, quand bien même c'était pas sa mission principale, mais nous avons pu atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE, dont les fruits se sont fait sentir après la crise.
avec le gouvernement actuel. C'est ce qui a permis justement ce gouvernement de lancer des programmes socio-économiques pour lesquels aujourd'hui, n'est-ce pas, le gouvernement actuel dit avoir un bilan inattaquable. Les bases ont été justement lancées à partir justement du point d'achèvement, à partir de l'initiative PPTE, qui nous a permis de réaliser des économies par le fait de l'annulation d'une bonne partie de la dette ivoirienne à cette époque-là. Il y a eu le centre de commandement intégré qui était, n'est-ce pas, une des opérations de sortie des crises, mais qui a permis justement d'avoir une armée républicaine, qui a permis de rassembler tous les Ivoiriens au sein d'une même armée, que ce soit ceux de la rébellion, que ce soit les militaires qui étaient proches du président Laurent Gbagbo, d'accord, tous ces militaires-là, tous ces Ivoiriens ont appris à cohabiter. Et c'est ce qui donne l'armée dont tout le monde se dit fier aujourd'hui. Ça, c'est une armée dont les bases ont été lancées par le Premier ministre, le président Guillaume Soro, lorsqu'il était Premier ministre. Je peux citer d'autres opérations pour lesquelles il a été au centre, d'accord? Mais le temps qui nous est imparti est tellement court et comme je l'ai dit aussi, étant un Premier ministre, d'accord, sa vocation n'était pas, n'est-ce pas, de faire des grands projets, mais de nous sortir de la crise et c'est ce qu'il a réussi de fort belle manière. Peut-être qu'à l'occasion des questions qui vont être posées par la suite, nous aurons l'occasion certainement d'approfondir certains points. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci aux initiateurs de cette émission-là, pour leur dire merci. Et puis, merci à l'ensemble des auditeurs et que nous sommes à l'écoute, à leur écoute pour d'éventuelles questions. Je vous remercie. Monsieur Konaté Fass, militant de base GPS, vous voulez savoir quelle a été sa réalisation politique qui m'a le plus marqué. Bon, sans trop réfléchir, je vous dirais c'est la mise en place du centre de commandement intégré. Vous savez, quand il a mis le centre de commandement intégré et que cette force-là, à l'époque, dans la sortie des crises, avait été redéployée au nord, dans la zone CNO, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur ça. On allait jusqu'à dire que Guillaume Soro a trahi la lutte du RBR. Il a permis aux forces du président Laurent Gbagbo d'être présent au nord. Et puis, c'était avec insistance, les gens parlaient de ça. Quand nos accords, on avait encore la chance de se retrouver dans certains milieux, d'accord, que lui, il ne fréquentait plus. Et c'était avec insistance, on nous disait, ah oui, mais vous avez trahi la lutte, vous avez trahi le RDR. Voilà, aujourd'hui, Guillaume Soro, il permet aux militaires de Laurent Gbagbo de se retrouver dans les zones CNO. Et un jour, donc je monte le voir. Ah, mais il est excellent, je vais vous parler. Et quand il a vu mamie, il a dit, ah oui, on t'a dit que j'ai trahi, non? C'est lui-même qui dit, hein, on t'a dit que j'ai trahi. Il dit, ah oui, bon, c'est pas que tu as trahi, mais bon, je comprends pas cette affaire de centre de commandement intégré qui est redéployé au nord, là. Et puis il me dit, Fofana, je ne vais pas te répondre aujourd'hui, mais je vais te dire simplement que, bon, écoute, tu habites une maison depuis 10 ans. Et puis, quelqu'un, voilà, que tu l'héberges une seule nuit. Et puis, en une seule nuit, toi, les cachettes que tu as dans la maison, là, où tu allais cacher ton bien, et puis il arrive à découvrir. Est-ce que tu penses que tu es plus digne, tu es digne là de dire que cette maison t'appartient depuis 10 ans? Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'il m'a répondu ce jour. Et puis, lorsqu'il y a eu la crise post-électorale, c'est là que le président Guillaume Soro va me répondre. Et il va me dire, mais Fofana, tu vois, je te donne la réponse aujourd'hui sur cette affaire des CCI.
centre de commandement intégré. Il dit, imagine si ce n'était pas le centre de commandement intégré qui avait, n'est-ce pas, assuré la sécurité du vote, qui avait fait le rapport des élections, mais que c'était des forces nouvelles. Penses-tu que la communauté internationale allait accorder du crédit au rapport des forces nouvelles qui venait attester de la bonne tenue des élections? Il dit non. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, justement, la communauté internationale prend plus au sérieux le rapport de ces élections, parce que les forces qui sont allées sécuriser les élections, c'est des forces mixtes, à la fois des éléments de Laurent Gbagbo et des éléments des forces nouvelles. C'est ce qui donne de la crédibilité, justement, aux élections qui se sont déroulées dans la zone du Nord. Vous voyez? Et donc, il avait une avance sur le commun des mortels, là où on l'accusait de trahison. Lui, déjà, il savait ce qu'il voulait. Il voulait que ce soit des forces impartiales qui viennent justement donner leur appréciation sur la qualité de l'élection dans la zone CNO, et c'est ce qui a été fait, et c'est ce qui justement a donné cette crédibilité des élections en 2010 par la communauté internationale, qui n'a pas hésité justement à reconnaître les élections les résultats de ces élections-là, issus justement de la zone du Nord. Monsieur Fani Amadou, coordonnateur GPS département de Madinani, vous posez la question de savoir pourquoi, après toutes ces années-là, les résultats de l'enquête sur l'attentat du Premier ministre, l'attentat de 2007, jusqu'à aujourd'hui, les résultats ne sont pas connus. Bon, je crois que ça, il ne faut pas aller dans des détails. La chose que je pourrais vous dire, Monsieur Fani, c'est que c'est peut-être ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les secrets d'État. Voilà, les résultats ne sont peut-être pas encore sortis, parce qu'il est possible que le président Guillaume Soro lui-même, tel qu'on le connaît, il a toujours privilégié, n'est-ce pas, la cohésion sociale, il a toujours privilégié, n'est-ce pas, la stabilité, la concorde. Donc il est même possible qu'il ait les résultats, on ait les résultats, mais pour 1000 raisons, il décide de ne pas les rendre publics. Comme je l'ai dit, ça peut être des secrets d'État, et que le jour où le besoin s'y fera sentir, bon, probablement il va rendre public les résultats des enquêtes qui ont été menées pour savoir un peu qui étaient les auteurs de cet attentat-là. Mais retenez une chose, c'est que même si le président Guillaume Soro, si d'aventure il avait les résultats de l'enquête, et que ça devait mettre à mal la cohésion de la société ivoirienne, la cohésion des Ivoiriens, ça, soyez, en tout cas de ce point de vue-là, rassurés qu'il ne les rendrait pas publics. Voilà, il les rendrait publics que si, et seulement si, ces résultats-là devenaient importants pour le développement de la Côte d'Ivoire, était important pour la cohésion sociale. C'est à ce moment-là qu'il va les publier. Est-ce que je peux vous dire sur cette question? Monsieur Kofi Sasslislas, membre COC, Bétier, qui voulait savoir, durant le passage du président Guillaume Soro en tant que Premier ministre, quel a été le premier acte qu'il a posé pour le bien-être des populations. Je peux dire que à ce niveau, il n'y a pas seulement un seul acte, il y a plusieurs actes, plusieurs chantiers qui ont été ouverts, mais comme je l'ai déjà indiqué, quand bien même sa mission principale était la sortie des crises, connaissant, n'est-ce pas, le côté humaniste du président Guillaume Soro, connaissant sa philosophie politique qui est l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc il n'est pas resté seulement scotché, calé sur sa mission de sortie des crises, mais il a travaillé
n'est-ce pas, à ce que les populations, durant ces périodes-là, que ce soit les populations de la zone gouvernementale, que ce soit les populations de la zone CNO, ce qu'on appelait la zone CNO, qui était la zone administrée par les forces nouvelles, le président Guillaume Soro, en tant que Premier ministre, a travaillé d'abord à ce que le mur de méfiance entre les populations du Sud et les populations de la zone CNO, ce mur de méfiance-là puisse tomber, d'accord, et que le commerce entre les deux zones puisse se faire, être plus fluide, sans encombre. Ça, il y a travaillé et surtout sécurisé. Et comme vous savez qu'on a en Côte d'Ivoire, les territoires sont tels que les régions sont comme spécialisées dans la culture de certains produits. Alors, donc si vous avez des produits qui poussent au nord, d'accord, mais qui doivent venir approvisionner les marchés d'Abidjan, et le président Guillaume Soro, en son temps, a pris des mesures pour que tous les produits sur le territoire ivoirien national puissent circuler, d'accord, pour le bien-être des populations. Il y a le côté alimentation, mais même le côté sanitaire, le côté santé. Le président Guillaume Soro s'est engagé fortement à cette époque. Je me souviens qu'à cette époque, nous n'avions qu'un centre d'hémodialyse qui était au SAMU, au sud de Cocody, donc il n'avait qu'un seul centre. Mais les premiers contacts pour que nous ayons plusieurs centres d'hémodialyse comme tels qu'on les voit aujourd'hui, on commençait avec Guillaume Soro. Il avait déjà entamé des discussions avec les Tunisiens pour venir ouvrir un deuxième, un troisième centre d'hémodialyse à Abidjan. Donc, il était prévu déjà à Abidjan, en plus du centre de Cocody, là, SAMU Cocody, il était prévu, il avait dans les discussions prévu l'ouverture d'un centre au sud de Treichville et puis un autre au sud de Yopougon. Et puis le premier centre à l'intérieur devait être à Boaké. Donc voici un peu ce que je peux dire, hein, c'est ramassé. Il y a plusieurs mesures. Il n'y a pas seulement qu'une mesure spécifique, il y en a plusieurs. Donc, ce que je peux répondre, ce que je peux donner comme réponse à votre question, mais soyez rassurés qu'il y a plusieurs chantiers qui ont pu être ouverts. Madame Guissa Nadine, membre du COC France. Quelles sont les initiatives mises en place par le président Guillaume Soro et qui ont toujours cours aujourd'hui sous le régime RHDP? D'abord, il faut reconnaître que l'État, dans son fonctionnement, c'est une continuité. Donc, il y a beaucoup de projets qui peuvent avoir démarré sous le président Guillaume Soro et qui vont se poursuivre. J'ai encore en mémoire l'autoroute de Bassam, dont les financements ont été recherchés et bouclés par le président Guillaume Soro, l'autoroute de Bassam, quand il était encore Premier ministre. Il y a l'identification. Tout le processus a été lancé par le président Guillaume Soro, qui avait abouti en son temps à la distribution des cartes d'identité aux Ivoiriens gratuitement. Et je crois qu'il est repris aujourd'hui par la structure étatique qui a été mise en place pour la confection des cartes d'identité, ONESI, si je ne m'abuse, c'est comme ça doit s'appeler. Et donc il y a ces projets-là. Et il y a même aussi, j'ai parlé tantôt de l'ossature de l'armée ivoirienne, qui a été lancée à partir du centre de commandement intégré. Et donc c'est sur ça qu'a été bâtie la nouvelle armée républicaine. Et donc il y a toujours cours jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est des projets qui continuent, qui continuent avec le régime RHDP. Je dois dire que sur ça,
il faut avouer que c'est le principe même, c'est le principe ça, de l'organisation, fonctionnement d'un État, la continuité. C'est parce que, bon, le régime d'aujourd'hui semble manquer d'humilité, hein, laissant croire que tout ce qu'ils font, c'est eux, tout a commencé par eux, c'est inattaquable. Non, il y a beaucoup de projets qui ont démarré avec les gouvernements antérieurs. On a même le plan Quinquennal de Fouboigny, hein, duquel sont puisés aujourd'hui beaucoup de projets qui sont en cours. Ça, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. C'est normal que les choses se passent de cette manière-là, à partir du moment où c'est un État. Donc les choses continuent avec... quand vous faites, quand vous arrêtez, celui qui vous remplace, il continue avec. Donc, sur ça, il y a beaucoup de chantiers qui ont été ouverts avec le président Guillaume Soro et qui continuent de fonctionner, d'accord, qui continuent de régir la vie des Ivoiriens. Il y a beaucoup de chantiers comme ça. Donc, pour dire que si le régime actuel avait fait preuve d'humilité en expliquant aux Ivoiriens que, d'accord, que c'est une continuité, on vient des projets qui ont démarré, on continue avec. Donc, tous les projets, nous ne sommes pas les initiateurs, nous ne sommes pas les concepteurs. On a connu de venir trouver des projets, des bons projets, donc on continue, on les exécute. Donc, il y a pas mal de projets que le président Guillaume Soro, pas mal de chantiers qu'il a ouverts quand il était Premier ministre, qui continue. La même question que vous posez autrement au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale, le président Guillaume Soro a initié ce qu'on appelait la diplomatie parlementaire. En son temps, les gens ont beau dire, ah oui, mais oui, voilà, Guillaume Soro, il fait rien, il se promène, il passe son temps à se promener entre deux avions, hein, entre deux continents, il est dans les avions, il saute, il ne travaille pas, il se promène. Bon, moi, j'ai été surpris que cette diplomatie parlementaire-là, je pensais qu'on allait arrêter et que le président de l'Assemblée nationale n'allait plus jamais sortir de la Côte d'Ivoire. Mais moi, je suis surpris qu'il ne se passe pas des mois sans que l'actuel président de l'Assemblée nationale ne soit dans d'autres pays au nom de la diplomatie parlementaire. Ça veut dire que c'est un très bon chantier, d'accord, qui a permis que notre Assemblée nationale puisse rayonner, connaisse un rayonnement au-delà de la Côte d'Ivoire. Et là, je suis très heureux, d'accord, que les nouveaux occupants de ces postes-là à l'Assemblée nationale se rendent compte de l'importance de la diplomatie parlementaire au point que eux-mêmes, ils en sont aujourd'hui très disposés à voyager, à aller à des rencontres sur tous les continents. Voilà. Donc, au niveau de l'Assemblée nationale, vraiment, la diplomatie parlementaire mise en place par le président Guillaume Soro a été une très bonne initiative. Question de M. Traoré Aruna, membre COC à Djamé. Quel a été l'apport du président Guillaume Soro dans la construction du 3e pont et du métro d'Abidjan? Je parlerai plus volontiers de l'apport du président Guillaume Soro dans le dossier du métro d'Abidjan. Ce qu'il faut retenir, que ce soit le 3e pont, que ce soit le métro, c'est des anciens projets, d'accord, que l'actuel pouvoir a trouvé, mais c'est des projets qui étaient importants. Vous avez vu le 3e pont, comment ça a pu désengorger, n'est-ce pas, le pont de Gaulle et le pont au Fouet. Et puis ça raccourcit également, n'est-ce pas, le temps de la traversée. Donc c'est des projets importants qui sont dans le pipe de l'État depuis beaucoup d'années que le gouvernement actuel a essayé de réaliser. Le métro qui était un ancien projet également, mais le Premier ministre, le président Guillaume Soro, lorsqu'il était Premier ministre, avait
entamé la recherche de financement en vue de lancer le métro. À ce titre-là, il a effectué des voyages en Corée. Donc, les premiers partenaires qui avaient été approchés pour la construction, la mise en route, la mise en œuvre du projet du métro d'Abidjan, c'était avec les Coréens. Et c'est sur le modèle économique, de l'exploitation. Le président Guillaume Soro, lui, il avait opté pour éviter que l'État ne soit obligé de décaisser un peu trop d'argent, beaucoup d'argent, parce qu'il y avait d'autres priorités, avait plutôt opté pour le modèle du BOT. C'est un contrat de concession, c'est-à-dire que l'opérateur coréen devait se charger de construire toutes les infrastructures, l'exploite, d'accord, va l'exploiter à un moment donné, et puis au bout d'un certain nombre d'années, il retire ce qu'il a investi, l'opérateur, et réalise quelques bénéfices, et puis au bout d'un certain nombre d'années, il transfère maintenant la propriété de ces infrastructures-là à l'État de Côte d'Ivoire. Et même là, les coûts étaient moindres. Les coûts étaient moindres, beaucoup moindres. Donc, le président Guillaume Soro avait eu cette approche avec les Coréens. Et quand il est parti de la primature et que d'autres se sont appropriés le dossier, ont préféré un autre modèle économique. Un autre modèle économique avec d'autres partenaires autres que les Coréens. Donc, du coup, les prix ont même été triplés entre le modèle et le devis, n'est-ce pas, proposé par les Coréens et puis ce qui est exploité aujourd'hui. On est passé du simple à un prix qui est triplé. Et non seulement c'est triplé, mais on s'aperçoit également qu'il y a un gros retard qui est constaté dans la mise en œuvre de ce projet-là. On ne sait pas pourquoi. Depuis, je crois, 2015, où le projet nous avait annoncé le démarrage des métros. Et chaque fois, il y a des nouvelles échéances. Et nous sommes pratiquement à l'orée de 2025. Le projet, le métro d'Abidjan n'a pas encore commencé à circuler. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le président Guillaume Soro avait pris contact avec les Coréens qui étaient très avancés et qui avaient un modèle économique qui, pour moi, était le plus adapté à la situation économique de la Côte d'Ivoire où il fallait soulager le trésor en laissant plutôt l'opérateur économique lui-même financer le projet de bout en bout. Question de Koné Donyimé, alias Ablo Dubois, chargé de communication adjoint de GPS Rosa-Sandra. Pendant les mandats de son Excellence Guillaume Soro à la primature et à l'Assemblée nationale, qu'a-t-il mis en place pour mettre fin à la corruption et installer la démocratie vraie, puisque ces causes pour lesquelles il s'est battu ont persisté jusqu'à ce qu'il démissionne. A-t-il échoué dans son combat? Mais non. C'est les deux phénomènes, que ce soit la corruption, que ce soit l'instauration de la démocratie, c'est un processus. C'est un processus. Le président Guillaume Soro, j'allais dire, pour ce qui concerne l'instauration de la démocratie, c'est pratiquement toute sa vie. Depuis la FECI jusqu'à maintenant, son combat, c'est d'arriver, n'est-ce pas, à une liberté d'expression, à une vraie démocratie en Côte d'Ivoire. Mais comme je vous le dis, c'est un processus qui a démarré. Il y a eu des moments où il y a eu un recul, mais on ne peut pas dire qu'il a échoué, parce qu'il a eu un recul, parce que ceux qui sont là, ceux en qui il a fait confiance, en se disant, on se bat pour instaurer la démocratie, et puis chaque jour qui passe devait être un jour de consolidation de la démocratie. Chaque moment, chaque année qui passe, c'est dit, notre démocratie doit s'améliorer, doit tendre vers, n'est-ce pas,
les standards internationaux. Mais malheureusement, ceux qui ont la gestion de la Côte d'Ivoire aujourd'hui ont une autre conception de la démocratie, une autre conception de la gestion de l'État, où on pense que c'est la pensée unique qui doit prévaloir. Malheureusement, mais ça, ce n'est pas le fait de Guillaume Soro. Donc, on ne peut pas dire que Guillaume Soro a échoué. Non. Jusqu'à maintenant, le combat du GPS aussi, le combat pour l'instauration de la démocratie. Donc, c'est un ensemble, c'est un processus. Voilà, on continue de se battre. Guillaume Soro continue de se battre. Et tant qu'on n'a pas assisté, n'est-ce pas, à une démocratie qui réponde aux normes internationales, aux standards internationaux, bon, ben écoute, le combat continue. Alors, il n'a pas échoué. Pour la corruption, il y a eu aussi, c'est la même chose. Souvenez-vous que au temps du père de la nation, Faure-Boigny, le président Faure-Boigny, c'est qu'il avait, on se souvient de ce qu'il avait dit, qu'on ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille des arachides. Pour dire que ceux qui gèrent là, de temps en temps, ils vont rouler un peu. Donc tout ça, c'est les formes de corruption. Donc c'est un système, d'accord, qui a été instauré depuis longtemps. Donc on ne peut pas, il ne faut pas penser que c'est d'un coup de bâton magique que ces fléaux-là disparaissent. Non. Au fur et à mesure, il y a des mesures qui sont prises. Le président Guillaume Soro, par exemple, pour éviter que des ministres ou bien des ministres puissent exercer une pression sur les dirigeants de sociétés d'État, a lancé par exemple les appels à candidature, voilà, pour la désignation des DG, de certains DG d'entreprises publiques. En faisant les appels à candidature, c'était pour éviter que les DG de ces structures-là soient à la merci des ministres, où ils pourraient, bien entendu, aller puiser ou bien mettre pression sur ces DG-là pour que ceux-là puisent dans les caisses de ces entreprises pour donner aux ministres. Donc ça, c'était une mesure, par exemple, qui tend, n'est-ce pas, à restreindre les possibilités des gouvernants à utiliser des caisses publiques pour la satisfaction des besoins personnels. Donc ça aussi, on ne peut pas dire qu'il y a eu un échec. Non, chaque jour qui passe, même dans les grands pays où chaque jour qui passe, on met en place des mécanismes de contrôle au niveau des gestionnaires publics pour que les cas de corruption, les cas de détournement soient très très minimes. Mais il n'y a jamais un système à 100% qui soit à 100% fiable, à 100% nous évite des cas de corruption. Ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc on ne peut pas dire que le président Guillaume Soro a échoué. Non. Vous verrez au niveau du projet de société, du programme de gouvernement de GPS, la lutte contre la corruption, la lutte pour la transparence de la vie publique, cette lutte-là occupe une place de choix, une place prépondérante, une place importante dans le programme du président Guillaume Soro. Comment nous faisons pour que nous ayons une société débarrassée, n'est-ce pas, de ces fléaux-là, une société ivoirienne plus vertueuse vis-à-vis de la chose publique. Une question de Madame Bla, c'est Monet Annie Laurence, membre du COC. Comment le président réussit-il à gérer son mouvement GPS depuis l'exil? Alors j'allais dire, c'est grâce à vous les militants, grâce à votre détermination, grâce à votre sens de l'engagement que le président il réussit bien évidemment à gérer le GPS depuis l'extérieur. C'est parce que vous faites preuve, n'est-ce pas, de discipline. Vous montrez votre engagement, vous montrez
démontrer, j'allais dire, votre adhésion à sa politique, que vous n'hésitez pas un seul instant à exécuter toutes les instructions qu'il donne à travers beaucoup de fois son cabinet et même d'autres collaborateurs. Donc ça, au nom du président Guillaume Soro, je voudrais remercier l'ensemble des militants pour leur engagement. Et même cette émission-là aussi participe de l'animation du GPS. Voilà, c'est un ensemble de mesures qui nous permet justement qui permet au président Guillaume Soro de gérer le mouvement, de le piloter, de l'animer grâce à l'engagement des uns et des autres, l'engagement de tous. Que le GPS a pu traverser les zones de turbulence que le mouvement a connues depuis, n'est-ce pas, décembre 2019 jusqu'à maintenant. C'est la détermination, le militantisme avéré des militants du GPS qui a permis à notre mouvement de rester à la surface de la mer. Voilà. Donc, merci à tous pour votre engagement aux côtés du président Guillaume Soro. Monsieur Kwadio Yao Séraphin, coordonnateur régional de GPS Tabo Sikensi. Quels ont été les grands projets pilotés avec succès et surtout avec un impact considérable sur la population venant de la part de notre leader, son Excellence Guillaume Soro, au poste de Premier ministre. Ça, je pense que sur cette question, d'autres l'ont posée avant. Nous avons répondu à cette question-là pour dire que le président Guillaume Soro a posé beaucoup d'actes comme Premier ministre. Il serait fastidieux de revenir là-dessus, mais sachez simplement que surtout sur les questions sur la cherté de la vie, voilà, qui a un impact direct sur les populations. Le président Guillaume Soro n'est jamais resté loin de ces questions-là. Il s'est toujours battu pour que des mesures soient prises qui apaisent, n'est-ce pas, la souffrance des populations. Je pense que sur cette question, il vaut mieux plutôt se poser la question, quelles sont les mesures que le président Guillaume Soro, dans un avenir très proche, puisque très prochainement, il va être le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, c'est de voir dans son programme de gouvernement quelles sont les mesures prises pour que on ait un impact, que ça puisse avoir un impact sur les populations. Alors, je peux vous dire déjà que le président Guillaume Soro y a réfléchi, et donc c'est l'intérêt même pour lui de vouloir briguer la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Le capital humain, voilà. Vraiment, il tient à faire du capital humain, n'est-ce pas, l'épicentre de ses actions à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Et là, il y a deux axes qui lui tiennent à cœur. C'est le côté de la santé des Ivoiriens. Et puis, l'éducation. L'éducation aujourd'hui. Il faut que nous arrivions à avoir un système éducatif qui permette, n'est-ce pas, à tous les Ivoiriens. Et ça aussi, c'est un levier pour tester le niveau d'égalité entre les Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, vous verrez que tous les Ivoiriens qui ont un peu de moyens, dès lors que l'enfant a le bac, on se précipite pour venir l'inscrire à l'étranger. Parce que les diplômes ivoiriens ne font plus recette sur le marché de l'emploi. Alors, et ceux qui n'ont pas les moyens. Donc déjà, il y a une rupture de l'égalité entre les citoyens à partir de ce moment-là. Donc le président Guillaume Soro, à travers son programme de gouvernement, veut que les Ivoiriens, il ne faut pas seulement les proclamer, mais il faut que cela puisse se voir tous les jours, dans tous les actes posés par l'État. Donc,
à travers le système éducatif, il faut que du CP1 jusqu'à l'université, à la sortie, que tous les Ivoiriens qui ont le même niveau, d'accord, puissent bénéficier des mêmes chances. Et les mêmes chances de fréquenter les grandes écoles. Il ne faut pas que, n'est-ce pas, les grandes écoles à Abidjan, en Côte d'Ivoire, soient le propre des enfants, des citoyens qui n'ont pas la possibilité de payer des universités privées ou des universités en dehors de la Côte d'Ivoire. Donc ça, par exemple, c'est une préoccupation pour le président Guillaume Soro. Tout comme le côté la santé. On a lancé aujourd'hui la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire, mais qui ne fonctionne pas. Je pense, bon, peut-être qu'on a mis les enjeux politiques au devant, au point que l'opérationnalité même de ce mécanisme de facilitation de l'accès aux soins n'est pas, ce mécanisme-là n'a pas été suffisamment étudié. On n'a pas pris toutes les mesures pour que la CMU vienne soulager, n'est-ce pas, les populations. On a laissé, et puis ben voilà, aujourd'hui, la CMU ne marche pas, l'État est obligé d'amener les Ivoiriens à adhérer de façon autoritaire en prenant des mesures, alors que ça devait aller de soi. Si le système il marche bien, je ne vois pas pourquoi c'est l'État qui serait obligé de faire la police derrière les populations pour qu'elles puissent adhérer à la couverture maladie universelle. Donc, il faut que nos militants, c'est vrai que c'est bien beau de dire, bon, quand le président Guillaume Soro était Premier ministre, il a fait ceci, il a fait cela, il a posé tel acte, mais il sera toujours Premier ministre d'un président. D'accord? Plutôt, battons-nous pour que ce soit lui le président. Battons-nous pour qu'il soit et puisse avoir l'opportunité de mettre en œuvre son programme de gouvernement qui est vraiment un programme, je ne dirais pas socialiste, mais un programme qui met l'humain au centre des préoccupations, qui met, n'est-ce pas, le capital humain, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, que ce soit au niveau de la santé et même le bien-être en lui-même de façon globale, c'est les Ivoiriens qui sont au centre de ces préoccupations. C'est l'humain qui est au centre de ses préoccupations et c'est ce qui donne un sens, n'est-ce pas, à son action politique. Donc sur ce, je voudrais encore remercier, n'est-ce pas, les initiateurs de cette émission qui m'ont donné l'opportunité de répondre aux questions des internautes, aux questions des militants. J'espère que j'ai été à la hauteur des préoccupations qui ont été posées et encourager, n'est-ce pas, les initiateurs de cette émission-là à approcher d'autres cadres du mouvement, du GPS, pour leur donner des tribunes d'expression, de donner la possibilité de s'exprimer sur d'autres thèmes. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de thèmes, et il y a beaucoup de cadres valables au sein du GPS qui, je pense, si on leur donne l'opportunité, comme ça m'a été donné, de passer, n'hésiteront pas justement à venir s'entretenir avec les internautes, avec nos militants. Encore une fois de plus, merci aux initiateurs, merci à nos internautes, merci aux militants de GPS Yevo et merci.